Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Sideline. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial où on va parler de gymnastique. En fait, pour parler de gymnastique, on a Rachel Gauthier et Dr Hugo Paquin, deux experts dans le domaine. On dit que c'est un épisode spécial parce que c'est la première fois dans notre podcast qu'on a une thérapeute du sport et une thérapeute du sport qui est aussi ostéopathe. Oui, fait que deux messages clés ici. Ce qui est important dans un domaine comme la gymnastique, c'est la communication entre l'athlète et tous les membres de l'équipe. Et rappelez-vous de la préparation physique. Donc, il ne s'agit pas de rester dans le gymnase et faire des petites pirouettes dans les airs. Il faut être prêt aussi physiquement. Alors, sur ce, bonne écoute! Salut, ici Karianne Driade, étudiante en médecine. Et Dr Marie-Lynne Naud, orthopédiste spécialisée en médecine du sport pédiatrique. Bienvenue pour un nouvel épisode du Sideline, votre référence en médecine du sport. Alors que tu sois au repos ou à l'entraînement, bonne écoute! Alors, bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le Sideline pour parler de gymnastique. On commence toujours avec une présentation de nos invités. Donc, je commence avec toi, Hugo. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, moi, c'est Hugo Paquin. Je suis, on va dire, mon vrai titre, c'est pédiatre urgentologue à l'hôpital Sainte-Justine, mais j'ai fait aussi une formation en médecine sportive également. Donc, j'ai une pratique qui me permet de voir de jeunes athlètes également à l'hôpital Sainte-Justine. Et c'est de là que vient mon intérêt pour les différents sports, mais certainement un intérêt avec les gymnastes qui, de par la nature du sport et le nombre d'heures d'entraînement, le volume d'entraînement qui est associé à la pratique de la gymnastique, mais c'est des jeunes qui définitivement peuvent se blesser. Donc, à travers mon contact avec ces athlètes-là, je pense que j'ai porté un intérêt avec les différentes disciplines qui y sont associées. Oui. Super. Et Rachel? Alors moi, je suis thérapeute du sport et ostéopathe. J'ai fait de la gymnastique un bon bout de temps, de 8 ans à 17 ans à peu près. Puis j'ai coaché pendant plus qu'une dizaine d'années au niveau provincial, national. Fait que de là, mon amour pour la gymnastique. Et puis, j'ai poursuivi, c'est ça, mes études, donc comme thérapeute du sport, comme ostéo, pour pouvoir traiter la population en général, mais surtout pouvoir continuer avec les gymnastes parce que c'est un sport que j'aimais beaucoup. Et puis, c'est ça. Sinon, je travaille au Club Gymnix encore. Fait que j'ai fait de la gymnastique au Club Gymnix, j'ai coaché là. Donc, j'ai continué à traiter les athlètes là, du sport-études. J'y vais à chaque semaine. Fait qu'on a vraiment un suivi hebdomadaire avec eux. Je travaille aussi avec Gymnastique Québec, avec Gymnastique Canada, plus maintenant. Je suis avec l'équipe nationale de gymnastique artistique masculine depuis 2022. Et puis, fait que j'étais avec eux depuis les championnats du monde de 2022. Puis finalement, l'équipe a fait des résultats incroyables. Et puis, on s'est rendu jusqu'aux Jeux de Paris l'été passé. Mm-hmm. Fait que j'ai tombé dans ça. C'est vraiment impressionnant. Oui, mais merci. Fait que, on est tombé sur une équipe. Les gars, ils s'entraînent depuis très longtemps. Puis qu'ils commencent la gym 4 ans à peu près. Mm-hmm. Fait qu'ils ont une vingtaine d'années. Fait que ça faisait longtemps que ça se préparait, que le 2024 devrait être des bons jeux. Puis finalement, ils se sont qualifiés. Puis on a réussi à vivre ce beau trip-là, tout le monde ensemble. Félicitations. Puis, écoutez, là, je trouve ça super intéressant. J'aimerais ça qu'on en parle vraiment plus de votre expérience aux Jeux olympiques aussi en tant qu'ostéopathe avec les gymnastes. Je pense que c'est quand même vraiment intéressant. Mais si on peut revenir un peu à la base, là, je sais, peut-être une question ridicule, là, mais qu'est-ce que ça fait? C'est quoi un ostéopathe? Comment qu'on devient ostéopathe? Fait qu'un ostéopathe, c'est un professionnel de la santé qui est un peu au même titre qu'un physio ou un chiro. La différence ou l'ajout, parce qu'au niveau sportif, je dirais que c'est semblable, parce qu'on évalue une blessure sportive puis on va la traiter un peu de la même manière. Ce que j'aime dire, c'est que dans le fond, quand j'évalue quelqu'un, je vais vraiment voir son historique de blessure aussi, ce qu'il y a eu dans le passé, les fractures qu'il y a eu dans le passé ou les entorses ou les blessures récurrentes qui reviennent tout le temps, ça peut me dire pourquoi il a mal à la cheville aujourd'hui, parce que finalement, il a souvent mal au dos, en fait, puis il a tout le temps la hanche qui, tu sais, il est plus flexible, vraiment plus flexible d'un bord que de l'autre. Fait que finalement, je regarde les chaînes musculaires, là, tu sais, puis je m'en viens, puis je fais, c'est pas la cheville que je vais traiter aujourd'hui, finalement. C'est la hanche ou c'est le genou ou c'est le dos, parce que c'est ça qui m'amène à ce que sa cheville, ça se règle pas. Parce que c'est pas fait une entorse, c'est pas une fracture. Tu sais, il y a juste mal à la cheville tout le temps. Fait que dans le fond, on veut essayer d'aller voir un petit peu plus loin que juste
là où il y a le bobo, là, tu sais. Donc, en gros, un ostéopathe, par définition, on cherche les dysfonctions, on évalue les articulations, les tensions musculaires, les adhérences au niveau des tissus, puis tout ça, pour voir d'où vient la cause, finalement, puis traiter la cause et non nécessairement la raison pourquoi le patient vient aujourd'hui. Fait que, voilà. OK. Puis tu as dit aussi que tu étais thérapeute du sport. Oui. C'est comme deux professionnels qu'on n'a pas eu encore sur le podcast. OK. Fait que le thérapeute du sport, c'est quoi? Thérapeute du sport, fait que c'est une belle formation que j'ai découverte. Je la connaissais pas. Je suis rentrée à l'université à McGill en kinésiologie. OK. Ne sachant pas trop, je voulais m'en aller physio. J'ai finalement pas eu les notes. Fait que je suis rentrée en kin. Puis là, c'est une de mes amies qui m'a parlé du programme à Concordia de thérapie du sport. Puis finalement, j'ai fait, mais c'est exactement ça que je veux faire. Je veux travailler avec des athlètes, je veux les aider au niveau des blessures et tout. Fait que je suis rentrée dans ce programme-là qui est vraiment, je dirais, un 50-50 au niveau de premiers soins. Quasiment, je ne veux pas dire paramédic, là, mais pas loin. Pour vrai, on va loin dans les premiers soins au niveau sportif. Puis de l'autre côté, au niveau thérapie manuelle en clinique, mais plus axé, je trouvais, en tout cas au moment où moi j'ai étudié, axé sur les blessures aiguës. Fait que quand j'ai fini, je me sentais pas prête à travailler en clinique puis dire, je peux voir quelqu'un qui a mal au dos depuis 15 ans, tu sais. Je savais pas quoi faire avec ça. Fait que je me suis dit, je veux plus. Puis finalement, je connaissais l'ostéopathie par mon passé de gymnaste. J'ai été traitée par des ostéopathes et donc j'ai décidé de m'en aller par là. Fait que c'est une formation qui se donne... c'est des écoles privées, les ostéopathies, encore, là, en ostéopathie. Ça commence à rentrer. Il y a des programmes à l'UQAM qui se donnent. Puis là, moi, j'ai fait au Centre ostéopathique du Québec. C'est une formation de 6 ans, mais à temps partiel. Fait que voilà. Super, mais ça fait vraiment un bon résumé. Là. Je pense que c'est une belle introduction à deux nouveaux professionnels de la santé là, qui traitent les athlètes. Et tu sais, juste renchérir sur les thérapeutes du sport, je pense que tu sais, beaucoup, peut-être, ça s'en vient de plus en plus populaire même ici, mais en dehors de la province ou en dehors du pays, c'est souvent donc des professionnels qui vont être associés directement auprès des athlètes, des équipes, qui vont être présents dans les écoles, dans les associations. Donc, encore une fois, pour beaucoup suivre l'athlète dans les blessures aiguës, mais aussi longitudinales à travers les saisons. Donc, c'est des professionnels qui viennent souvent, justement, donc épauler et suivre l'athlète de près, comparativement à peut-être le médecin ou d'autres professionnels qui vont les voir dans des cas plus spécifiques par rapport à une blessure, etc. Donc, il y a des belles relations qui se bâtissent là, entre les thérapeutes du sport et leurs athlètes. Donc, c'est vraiment une belle profession. C'est ça. Finalement, c'est qu'on agit beaucoup comme en prévention. Parce qu'on est là à tous les jours. Puis, tu sais, à Gymnix, exemple, je connais les entraîneurs. Ils me disent, « Hey, j'ai remarqué que telle fille, elle a l'épaule un peu plus basse quand elle fait ça. » Fait que là, tu sais, OK, on le prend d'avance, finalement. Fait qu'on évite beaucoup de blessures. Puis moi, mettons, j'aimerais parler un petit peu plus de la gymnastique puis des Olympiques. Tu sais, off-cam, on parlait de votre expérience aux Olympiques de Paris qui avait l'air complètement comme vraiment intéressante et super le fun. Là. Vous avez dit de quoi d'intéressant, puis j'ai pas renchéré là-dessus. Je me suis dit, je vais poser la question pendant le podcast. En fait, vous avez dit, vous avez travaillé beaucoup avec Félix Dolcy, là, le gymnaste que je pense que tout le monde a déjà vu sur leur TikTok ou Instagram. Là. Puis vous avez dit, on savait que c'était une bonne gang de gars parce qu'on les connaissait depuis qu'ils avaient 4 ans. Est-ce que vous pouvez plus nous parler de comment vous saviez aussitôt, comme quand ils étaient jeunes, que vous saviez qu'en 2024, ça allait être leur moment d'aller aux Olympiques? Ouais. Bien, les gars, ça donne qu'ils s'entraînent à Laval, quelques-uns. Donc, c'est pour ça que je les connaissais un petit peu. Je me suis entraînée à Laval. Je les connais depuis longtemps. Puis on les suivait parce que pas très grand, le milieu de la gymnastique au Québec. Donc, les bons, ceux qui performent, on les voit, puis on les supporte, puis on apprécie les regarder et tout. Donc, Félix, William, tout ça, c'est des gars qui ont gagné. Ils gagnaient beaucoup les compétitions, on les voyait aller. Pour ma part, avec Félix, je le connais depuis qu'il est jeune parce que j'ai gardé ses cousins. Puis bon. Fait que je l'ai vu aller, puis tu le vois quand... écoute, je pense qu'il avait 5 ans, il faisait des presses. Là, c'est quand tu pars assis, tu montes à l'équilibre, tu reviens. Tu voyais qu'il y avait quelque chose de naturel. Puis au niveau de l'orientation spatiale, il faisait des affaires. Tu fais, OK, oui. Fait que ça se voit quand même jeune. Puis même avec les gymnastes à Gymnix, des petites, tout ça, on le remarque assez rapidement. Mais après ça...
il y a tellement de facteurs pour faire du haut niveau que tu peux bien avoir le talent que tu veux si t'as pas la tête, si t'as le corps, que t'arrêtes pas de te blesser. Il y a plein de facteurs qui font en sorte que tu te rends là. Fait que les gars, ils ont aligné les étoiles, puis Ça a marché. tout a fonctionné. Ouais. Je pense que tu es aussi la première professionnelle en santé qu'on reçoit qui est allée aux Olympiques avec une équipe. Puis c'est super intéressant. Là. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 petits crunchy? Juste nous parler un peu de ton expérience aux Olympiques comme accompagnante. Oui, ben c'était incroyable parce que c'est un accomplissement autant pour un athlète qu'un coach, qu'un thérapeute. Là. C'était un de mes objectifs de carrière qui est arrivé beaucoup plus vite que je pensais, mais ça a donné que je suis rentrée à ce moment-là. Puis, fait que non, l'Olympique de Paris, c'était incroyable. J'ai pas vécu tant d'autres. J'ai allé voir les Jeux olympiques de Londres, qui étaient vraiment impressionnants de l'extérieur, mais de l'intérieur, Paris s'était organisé hyper bien. Le village était magnifique, c'est le fun. Tu rentres là-dedans, c'est un tout inclus, là. T'as des restaurants, t'as la cafétéria avec... Puis, quand tu connais le monde du sport, tu regardes les gens, tu fais « Oh, hey, c'est lui! Hey, ça, c'est lui! Hey, ça! Puis moi, ce que j'aimais, c'est regarder à la cafétéria dans l'assiette. Tu dis « C'est un athlète, ça? Voyons donc! » Il y avait là, mais de la bouffe. Puis là, je connais pas tout le monde, mais je montrais ça à mon chum le soir, tu sais. Puis il dit « Ah, ben oui, mais ça, c'est le judoka français. Il mesure 7 pieds, il est large, comme, tu sais. Oui, il mange, oui, c'est ça. C'est ça, pas le choix. Moi, je suis habituée à mon milieu de gym où les assiettes sont souvent moins remplies. Deux petits On va y venir. On va y venir. Mais ouais. Fait que vous avez parlé beaucoup des... est-ce que vous avez d'autres choses intéressantes fait crunchy à dire des Olympiques? Quoi d'autre? J'ai beaucoup marché parce que tu te promènes, tu vas partout. Moi, c'est ça que je racontais un peu tantôt. J'avais ma petite fille de 2 mois. Fait que on était à 5 minutes à pied à peu près du village. Fait que là, prendre le bus, c'est toute une organisation. Là. L'entraînement était... les entraînements n'étaient pas à la même place que la compétition. Fait que beaucoup de transports en commun. Ah oui, ça, c'est drôle, tiens. Les autobus, parce que la sécurité est très importante aux Jeux olympiques. Donc, les autobus rentrent dans le village et là, il fait rentrer les athlètes dans l'autobus et là, ferme l'autobus, mais ferme les fenêtres, ferme les portes, met du tape sur les portes et les fenêtres pour s'assurer que sur le chemin vers l'entraînement, les portes et les fenêtres n'ont pas été ouvertes. Oh! Ouais. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il n'y a pas de clim. Oh. Fait que là, il faisait chaud, là. Fait que il y a certains chauffeurs d'autobus qui mettaient la clim, d'autres non. Fait que, ouais, on a eu des transports. À la compétition. L'échauffement commençait dans l'autobus. Mais ça n'a pas duré. Tu vois, vers la fin des Jeux, les tapes, tu voyais qu'ils ne remettaient plus, là. Ils avaient lâché prise, là, mais c'était comme, voyons donc. Ouais. Parce qu'il y avait peur qu'à une lumière rouge, quelqu'un rentre dans le bus, là, tu sais. Mais je veux dire, c'était plus par comme vérification, parce que j'imagine le tape, c'est pas ça qui empêchait la porte ou la fenêtre de s'ouvrir. C'était par vérification. Ouais, si le tape avait été brisé, normalement, il aurait donc fait comme une espèce de surveillance, là. Tu sais, il aurait regardé qui est dans le bus, checké toutes les accréditations. Puis, parce que ton accréditation, c'est vraiment ta passe partout, là. Ouais, c'est ça. Ça montre à chaque étape que tu fais, là. Ouais. Fait que ça assure vraiment qu'il n'y a personne qui rentre. La sécurité était top, là, pour vrai. Pas grand monde qui pouvait rentrer là. C'est ça, je trouvais ça intéressant tantôt. Tu sais, moi qui ai déjà été à Paris avec mon père puis ma soeur a juste kické une boîte. Mon père s'est retourné, il a dit que ça aurait pu être une bombe. Tu sais, comme dans le sens que c'est ça, l'esprit, c'était juste après Charlie Hebdo, là, fait qu'il y avait fait que vous, mettons, vous disiez que justement l'esprit entre les Jeux olympiques puis à Paris, habituellement, c'était différent. Je peux se parler un petit peu. Paris, pendant les Jeux, c'était un autre Paris. Là. Moi, j'avais pas vu vraiment Paris avant ça. Mon chum, oui. Puis je suis retournée la fin de semaine passée, j'étais là-bas pour une compétition encore. C'était un autre monde. Là. C'était, à Paris, pendant les Jeux, il y avait des gens qui venaient voir les Jeux. C'est tout. Les gens qui n'étaient pas là pour les Jeux olympiques étaient partis. Ils avaient probablement loué leur maison, je présume. Puis, fait que il y avait, dans le métro, là, on se promenait, puis les métros de Paris, si vous avez déjà fait, c'est vraiment des zigzags. Là. À chaque coin, il y avait des policiers. Là. Dans les rues, il y avait des policiers de partout dans le monde. Fait que tu avais des policiers partout. Fait que c'était pas possible vraiment de vouloir faire quelque chose de mal. Là. C'était difficile. Fait que il y a sûrement eu des petites affaires, mais
n'ai pas entendu parler. Puis j'ai pas eu peur à ce moment-là. Tu sais, cérémonie d'ouverture, on parlait tantôt, là, que, bon, d'un, il pleuvait, fait que ça a fait comme moi. Non, j'irai pas pour de vrai. C'était dehors. Fait que finalement, je l'ai écouté à la Maison du Canada avec les parents des athlètes puis tout. Puis c'était vraiment le fun, belle ambiance, là, tu sais. Fait que, mais non, on n'a pas vraiment eu peur de se promener. Est-ce que tu as vu Simone Biles? Oui! Oui! Ben, vous deviez quand même l'avoir su. Premier déjeuner que j'étais allée au village. Vous avez mangé ensemble? Ben, on a mangé en même temps parce que je connais bien les thérapeutes des États-Unis. Fait qu'on était là. Puis ouais, bien sympathique. Elle jase avec les gars de l'équipe souvent. Tu sais, c'est bien gentil. Oh my God. Nice. Les gens regardent comme wow. D'accord. Ben cool. Je pense que ça met bien à table pour parler de la gymnastique. Là. On a fait comme tout ce qui entoure un grand sujet. Ouais, mais... on peut rajouter que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Puis avant d'aller aux Olympiques, on avait travaillé ensemble sur les championnats du monde qui étaient à Montréal. Ouais. Bon, pas le même niveau de sécurité à Montréal pendant cette année-là, mais quand même ça dépend des pays, événement. c'est toujours ça. C'est que finalement, les États-Unis, eux, il y avait leur sécurité. Tout à fait. Tout à fait. Certains pays. Donc, on avait eu les championnats du monde de gymnastique au Stade olympique, c'est en 2017. C'est là qu'on a fait connaissance lorsqu'on travaillait sur l'équipe médicale, les deux. Puis depuis, on a maintenu cette relation-là où est-ce que Rachel étant beaucoup plus sur le terrain, côtoie les athlètes et les voit à travers leurs blessures, à ce moment-là, s'il y a besoin de tests, d'investigation, des blessures qui nécessitent parfois des interventions, tout ça, on peut, à ce moment-là, elle peut me les référer, puis on les voit en clinique. Donc, ça fonctionne très bien. Fait que c'est bien d'avoir justement cette dynamique-là, mais cette coopération-là, je pense, dans le travail. Ouais. Pour ça. C'est très apprécié parce que des médecins, c'est pas toujours facile à trouver. Fait que quand les parents, je leur dis ça, ils sont aux anges. C'est super, puis ça met bien à table pour notre prochain sujet. Dans le fond, nous, une des choses qu'on pense sur le sideline, c'est que des athlètes qui connaissent leur corps, qui connaissent les blessures, qui savent un peu à quoi s'attendre, bien souvent sont mieux outillés pour la suite, la guérison. Fait que on voudrait parler des blessures en gymnastique. C'est quoi les blessures fréquentes? Fait que Hugo, peut-être veux-tu commencer avec... Écoute, c'est un sport qui est assez complet en termes d'utilisation du corps en entier. Il n'y a pas beaucoup de sports qui non seulement vont utiliser toute l'impulsion et leurs muscles au niveau des membres inférieurs, mais faire autant de la sorte avec leurs membres supérieurs. Donc, ils vont vraiment mettre des forces incroyables sur leurs bras, ce qui inclut bien sûr poignets, épaules, coudes. Donc, il n'y a pas beaucoup de sports qui vraiment englobent vraiment chacune des articulations. Donc, les blessures sont multiples. Ça peut se passer, comme je disais, au niveau des jambes, des bras, mais ça peut se passer aussi au niveau du dos. Il peut y avoir des commotions cérébrales. Il peut y avoir aussi certainement des considérations par rapport au fait que la gymnastique reste un sport artistique. Et donc, il peut y avoir certaines problématiques en lien avec l'image attendue de l'athlète. Et donc, il y a toutes ces considérations-là à garder en tête lorsqu'on évalue ces athlètes-là. Encore une fois, l'aspect global que tu parlais tantôt par rapport à ton rôle ou ton titre d'ostéopathe, mais ça devient super important en gymnastique. Oui. Moi, ce que je vois le plus en clinique, c'est les chevilles, des poignets. Poignets, beaucoup. Puis là, ça dépend à gars-filles. C'est pas la même gym, hein? C'est vraiment un sport différent, les gars et les filles en gym. Fait que chez les gars, c'est beaucoup poignets à cause des arçons. Puis ils sont jeunes. C'est ça, c'est la grosse difficulté du sport en gymnastique, c'est que c'est des jeunes en train de grandir. Fait que tu as toutes les problématiques de croissance. Puis un athlète qui a du talent, l'entraîneur, il s'engage. Puis là, c'est le fun parce qu'il est bon, fait qu'on en fait plus. Puis là, c'est là qu'on se retrouve avec des fractures de stress, les problématiques. Fait que ça, j'avoue qu'il y en a beaucoup. Mais ouais, fait que poignet, cheville, pour moi, c'est pas mal le top. Le reste, je trouve qu'on le prévient bien. Dos, ça arrive souvent, mais je réussis. En tout cas, à aller voir à chaque semaine, on réussit à s'en sauver. Puis des fois, j'en ai un sur 10 là, qui va finir par aller voir Hugo. Il peut y avoir les blessures aiguës comme justement les entorses, les fractures, les commotions cérébrales. Parce que ça arrive. On le voit des fois. On voit des vidéos là, d'un athlète qui fait 15 flips dans les airs puis qui atterrit puis son tibia casse. Oui. Souvent, si ça arrive parce qu'il y avait une blessure probablement au préalable qui n'était peut-être pas suffisamment traitée.
Mais c'est sûr que l'aspect blessure aiguë est un élément important. Puis ça, c'est tous les protocoles de sécurité puis de progression de l'athlète par rapport à la capacité de faire toutes les choses merveilleuses que l'athlète de gymnastique va être capable de faire pour prévenir justement les blessures à la tête, comme les commotions cérébrales, les traumas cervicaux, donc vraiment au niveau du cou, qui peuvent survenir lors de tricks ou des habiletés qu'ils vont faire qui sont avec un niveau de difficulté plus élevé. Puis certainement, lors de réception ou quoi que ce soit, il peut y avoir des fractures avec des chutes ou des entorses. Je dirais qu'une grande partie des blessures, c'est dans le... qui peuvent être prévenu, oui, c'est ça. Si des matelas mal placés, une craque entre deux matelas, des affaires, je peux parler des blessures graves, là. Comme des blessures aiguës une blessure aiguë, qui est arrivée dans une vraie, mais il y avait un trou entre les deux tapis, fait que le pied est allé là, puis moi je tournais, fait que c'est des affaires qui se préviennent, fait que c'est beaucoup sur la sécurité, je dirais, dans le gymnase qu'on pourrait, pour les blessures aiguës, je parle. Blessures chroniques, les tendinites chez les gars, les épaules avec des anneaux puis tout, c'est quoi une tendinite, en fait? Fait que je veux dire, les irritations au niveau du tendon ou du muscle, c'est souvent la coiffe des rotateurs, là. Infraépineux, c'est souvent ça parce qu'ils vont venir travailler sur les anneaux, beaucoup avec des rotations de l'épaule. Ouais. Puis c'est hyper forçant. Fait que tu veux maximiser la force des gros muscles, mais les petits muscles, ils n'ont pas le choix, là. Il faut qu'ils travaillent. Fait que c'est beaucoup dans la préparation, la planification de l'entraîneur sur... des fois, je dis aux gars, c'est quasiment comme un haltérophile. Tu sais, les haltérophiles, là, ils ont un tableau Excel, là. Tu fais tant de répétitions de tel poids, puis tant de répétitions. Il y a vraiment une mécanique, une progression en arrière. Puis aux anneaux, ben ils font un peu moins ça. Ils vont aller chercher de la musculation en préparation physique. Mais quand tu arrives sur l'anneau puis que tu fais le mouvement, c'est pas comme quand tu as fait ton biceps avec ton poids. Là. C'est peut-être plus difficile à quantifier, hein, le volume que tu fais. Oui. Puis la charge que tu enlèves. Mettons, tu peux prendre un élastique et enlever de la charge. Ouais. Puis faire une certaine quantité comme ça. Sauf qu'à un moment donné, c'est ça. C'est dur de quantifier. C'est pas comme des poids que je prends 20 livres, après ça, j'en prends 25, puis j'en prends 30. Ce qui est quand même un aspect intéressant, où est-ce que tu as mentionné aussi que justement les garçons versus les filles vont faire des disciplines différentes. Fait que il y a des disciplines qui sont partagées par les deux, que ce soit le sol versus le saut. Le saut, c'est partagé. Puis après ça, c'est des trucs complètement différents, ce qui va entraîner des risques de blessures aussi complètement différents. Mais aussi pour revenir à l'athlète en croissance, c'est aussi un des sports où le volume d'entraînement est un des plus élevés dès un très jeune âge. Ce qui entraîne des risques quand même beaucoup plus importants pour tout ce qui est blessure de surentraînement. Puis ça, c'est autant chez les garçons que les jeunes filles. Mais donc, à un très jeune âge, dès qu'on embarque dans le sport-études, on tombe dans des volumes d'entraînement qui vont au-delà de 20 heures assez régulièrement. Et on n'a pas besoin d'être très, très sérieux ou à un très haut niveau pour atteindre ce volume d'entraînement dès un très jeune âge. Fait que, ça, c'est toujours un dilemme dans certains sports, mais certainement celui dans la gymnastique, parce que, justement, on voit beaucoup de blessures de surentraînement qui peuvent mener, comme on le disait plus tôt, peut-être un arrêt prématuré de la pratique sportive parce qu'éventuellement, le corps ne peut plus suivre. Il faut quand même garder ça en tête aussi. Moi, j'aurais une question pour vous, Rachel. Vous avez suivi des athlètes littéralement jusqu'aux Olympiques. Est-ce qu'il y en a, juste pour un peu sensibiliser les gens, ça arrive-tu vraiment qu'il y a des gens qui peuvent pas se rendre d'un niveau compétitif parce qu'ils n'ont pas arrêté de faire leur sport? Ils ont eu des blessures de surutilisation qui ont fait en sorte qu'ils devaient arrêter de faire la gymnastique, ou c'est plus comme un mythe? C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, il y en a. Il y en a. Des athlètes, qui avaient le talent, mais que les blessures... des fois, c'est aussi... Ils sont tannés d'être blessés. Tu sais, se remettre d'un ACL, puis d'un autre, puis d'un autre. Quand ça fait 3, tu te dis, pas, c'est assez. Mais il y en a une, elle est arrivée deuxième aux Olympiques. Rebecca Andrade, la Brésilienne. 3 croisés antérieurs. Puis elle est rendue deuxième au monde parce que Simone Biles, elle est dure à battre, là, mais elle est égale presque à Simone Biles. Puis elle s'est remise de ces 3 essais-là. C'est quand même... c'est ici, c'est dans la tête. C'est toujours un peu délicat parce que justement, on va idolâtrer aussi ces performances-là et tout le travail qui a été fait pour revenir de 3 blessures significatives.
ultimement, la santé de l'athlète reste quand même quelque chose qui est à prioriser, mais non seulement pendant la pratique sportive, mais à long terme. Puis, tu sais, la santé de son genou dans le futur. À long terme, oui. Ça va donner quoi? Exactement. On sait pas. Mais oui, il y en a beaucoup qui... Mais je dirais c'est parce que chez les filles, je dirais surtout, là, c'est que vers le 14-16 ans, là, tu sais, le secondaire 4-5, là, ben là, ton corps change. Fait que la gym est plus dure à faire. Faut que tu mettes plus de temps, plus de préparation physique, puis c'est pas ça que t'aimes nécessairement. T'aimes ça faire de la gym, mais tu veux pas nécessairement mettre le temps sur la préparation physique qui va avec. Fait que les blessures viennent plus, t'es tanné d'avoir des blessures. Fait que finalement, tu te dis, tu sais quoi, je vais me retirer, je vais aller coacher à la place, je vais faire un autre sport, et il y en a beaucoup qui se recyclent dans d'autres sports, parce que la gym, c'est assez complet. Tu vas en plongeon après, ça va bien, là, tu vas t'en sortir. N'importe quel sport, tu peux t'en sortir quand même. Heureusement, on voit un changement même dans la gymnastique. Si on regarde, puis je pense que beaucoup, ou peut-être moins des jeunes d'aujourd'hui, vont connaître l'histoire de Nadia Comaneci des Jeux de Montréal, qui avait gagné, je pense qu'elle avait quoi? Elle avait 15-16 ans ou 14 même, donc encore plus jeune. Les temps ont changé pour la gymnastique également. Non seulement les demandes du sport ont augmenté, les figures effectuées nécessitent plus de force, d'amplitude et tout ça, ce qui fait qu'on voit des gymnastes qui maintenant n'ont plus 14, 15, 16 ans à leur pic. Il y en a toujours qui vont arriver très jeunes à un très haut niveau. On voit la carrière des gymnastes si l'entraînement est bien fait, la préparation physique est bien faite, si on gère le volume d'entraînement, mais on a des carrières qui s'étirent maintenant beaucoup plus longtemps. La moyenne d'âge a beaucoup augmenté, là, avec une Ellie Black. Exactement. Il y a des filles maintenant qui continuent, ils font 2, 3, 4 Jeux olympiques. Là. Puis, ce qui n'était pas quelque chose qu'on voyait avant. Comme tu dis, la gym, elle est rendue plus puissante. Les filles sont plus fortes, puis ils sont plus instruits. Avec tout ce qui s'est passé au niveau des États-Unis, avec les médecins et tout, ben, il y a eu beaucoup de protection des athlètes. Et là, les entraîneurs sont formés, les thérapeutes du sport, les IST, Integrated Support System, la nutritionniste, préparateur mental, tout ça. On est toutes plus formés et on va regarder avec les athlètes le meilleur plan de match pour faire en sorte qu'ils puissent durer longtemps, qu'ils puissent s'entraîner longtemps pour faire ce qu'ils aiment longtemps. Puis les athlètes apprennent beaucoup. Ils sont rendus... Tu sais, des podcasts comme ça aide aussi, hein? Mais ils se connaissent. Puis moi, je me fais un devoir de toujours expliquer le pourquoi du comment, puis pourquoi tu as ce bobo-là aujourd'hui, ou pourquoi tu as ces douleurs-là, puis qu'est-ce qu'on va faire pour que ça passe. Fait que c'est ça. On travaille beaucoup là-dessus. Moi, j'ai l'impression que les athlètes de gymnique sont vraiment chanceux. Parce que je pense que c'est vraiment un beau modèle. C'est bien expliqué. Tu sais, ils semblent être vraiment pris en charge de façon 360 avec plusieurs professionnels de la santé qui sont outillés puis qui savent un petit peu quels signes d'alarme aller chercher, tout ça. Mais moi, en clinique, c'est pas rare que je vois des athlètes de gymnastique qui s'entraînent probablement dans d'autres clubs, puis qui ont, par exemple, un poignet de gymnaste. Puis là, quand on fait des radiographies, on se rend compte que les plaques de croissance sont complètement détruites, puis ça fait des années presque qu'ils ont mal au poignet, mais sans jamais en parler à la personne, sans arrêter. Fait que c'est comme si, tu sais, anciennement, comme tu parlais, des gymnastes, là, Nadia Comaneci, tout ça, c'est comme si tu t'entraînes dans la douleur, puis tu sais, force à travers, puis... Ah, mais c'est pas encore... ça change, mais... C'est encore là, vraiment. Ça veut dire que le petit, il sent tellement mal d'en parler qu'il continue à s'entraîner sur la douleur. Mais... Moi, c'est un des points que je mise beaucoup, c'est la communication de l'athlète, des coachs, des parents. Ce trio-là est super important. Puis les athlètes, c'est de le dire. Puis de plus en plus, on dit, dis-moi, même si c'est un petit bobo, que ça t'empêche pas de faire de la gym, dis-moi, là, ça m'empêche pas de rien faire, mais j'ai un peu de mal là. Fait que, parce qu'ils ont peur de se faire arrêter aussi. Hein? Ils aiment leur sport, ils veulent pousser, puis c'est compétitif. Fait que tu veux les faire, les nouveaux mouvements, puis tout, fait que tu le diras pas. Fait que cette mentalité-là, elle reste. Elle est à changer, mais c'est ça, c'est du travail. Puis après ça, des thérapeutes dans des clubs, il y en a de plus en plus. Là. Pour vrai, les clubs qui font du national, je dirais, ils en ont tous. Fait qu'on s'en va vers ça. On s'en va vers que... Même dans les autres sports, là, je dirais, il y a de plus en plus de thérapeutes qui sont là sur le terrain ou qui sont là en clinique. Fait que les athlètes sont plus supportés là-dessus. Mais ça ne change pas la communication. T'sais. Si tu me dis pas...
sais, parce que j'ai des athlètes, moi aussi, j'ai une retraite, puis à la fin, je retourne voir le coach, puis « Ah, t'as-tu dit ça? » Ah non. Ah. Alors, recommence. Elle revient sur la table. Puis là, tu sais, fait que... Il y a certainement beaucoup de sensibilisation. Puis, tu sais, la gymnastique, comme plusieurs autres sports, ça fait partie de la mentalité de, comme tu disais, pousser dans la douleur ou même de dire que, ah ben oui, c'est normal d'avoir mal au poignet, je fais de la gymnastique, c'est normal d'avoir mal au coude, je fais de la gymnastique, ou c'est normal d'avoir mal au dos. Et donc, de passer ça dans la normalité versus vraiment de permettre une évaluation plus spécifique pour s'assurer de ne pas manquer des blessures de surentraînement. Puis ce qui est malheureux, c'est qu'on sait que si on les détecte plus tôt ou avant que ça progresse, bien réellement, non seulement la prise en charge va être optimale, mais on risque de réduire le temps d'arrêt potentiel, d'avoir une prise en charge. Je pense qu'il faut mettre ça vraiment clair. Mais oui, plus on détecte tôt, mieux habituellement est l'évolution de la pathologie. Fait que, on pourrait dire carrément, t'as mal au poignet, tu le dis, on t'arrête peut-être 2-3 jours, t'attends, on peut te mettre dans le plâtre pendant 8 mois. Là. Ouais. Puis, j'exagère, mais... On parle souvent de là, vous parlez beaucoup de blessures de surentraînement, poignet, coude. C'est quoi que ça fait? C'est quoi le risque de... C'est quoi une blessure de surentraînement? Là? Comme concrètement, il faut que j'aie peur de quoi, moi, si je commence à avoir mal au poignet? Là? C'est une grande catégorie, un surentraînement, parce que ça affecte effectivement des blessures on peut dire de surutilisation. C'est-à-dire que tu vas donner un stress répété à une articulation, à un os, et probablement pas lui donner le temps de se régénérer ou assez de repos pour faire en sorte que, bon, s'il y a des micro-blessures, tout ça, que ça guérisse. L'exemple le plus commun de blessures de stress qu'on va appeler, ça va être les fractures de stress, qui est un terme large et que ça peut s'appliquer à différents os dans le corps, que ce soit au niveau des jambes, des pieds, qui est vraiment le plus commun pour tous les sports, qui inclut de la course, des sauts. Mais chez les gymnastes, comme on disait plus tôt, ben, il y a effectivement tout le poids qu'ils vont mettre sur leurs membres inférieurs. Quand on parle au saut, là, c'est 5 fois et peut-être plus le poids de leur corps qui va rentrer qui va être absorbé par les membres supérieurs. Mais donc, c'est des parlant d'absorption, j'avais un point technique, mais parce qu'on disait surentraînement, c'est pas nécessairement parce qu'il s'entraîne 25 heures. Ça peut être la petite fille qui s'entraîne 4 heures par semaine. Sauf que si elle fait 20 flics dans sa semaine, mais qui sont super mal faits, puis que finalement, tout son poids arrive juste sur son poignet, puis qu'il n'y a rien qui est absorbé par l'épaule puis par le coude, ben la force est bien plus grande, puis c'est là qu'elle va se créer finalement même une fracture de stress ou ça va affecter les plaques de croissance. Mais si tu fais 200 fois dans ta semaine, puis que tu le fais comme il faut, puis que la majorité est absorbée par l'épaule puis par le coude, bien, le poignet reçoit une petite charge, ce qui est capable de prendre parce que tu es assez fort, ça va rien causer, tu sais. Fait qu'il faut pas penser que la gym, elle va causer des fractures de stress tout le temps. Mais c'est un excellent point parce qu'effectivement, on va voir des fractures de stress chez des patients qui vont avoir un volume d'entraînement très important, puis c'est associé à des éléments de technique, de biomécanique ou même génétique. Puis on va voir des fractures de stress, c'est des gens, des fois, qui, finalement, questionnent un peu leur volume d'entraînement, puis c'est pas tant que ça. Et ça vient l'aspect technique, biomécanique. Vraiment, ça devient encore plus important, ou même la manière qu'ils ont commencé à faire cet exercice-là. Fait que souvent, on va le voir au début d'une saison d'entraînement de cross-country chez un athlète d'athlétisme, par exemple. Pas nécessairement parce qu'on est déjà rendu à des volumes immenses, mais juste parce que ça fait peut-être quelques semaines, voire des mois qu'on n'a pas trop couru, que nos os articulations ne sont pas encore habituées à absorber ces chocs-là, puis là, on augmente rapidement. Fait qu'il y a différents moments où on peut voir ces blessures. De ce que je comprends, si j'ai mal au poignet, c'est raison de plus de le parler parce que sûrement que ma technique n'est pas bonne, puis juste aussi améliorer ma technique pourrait enlever ma douleur au poignet. Exact. Super intéressant. Vous avez dit tantôt, docteur Nou, le poignet du gymnaste. C'est quoi le poignet de gymnaste? Le poignet de gymnaste, c'est vraiment, donc, ce qui est intéressant, parce qu'on parle de gymnastique, c'est vraiment une pathologie assez spécifique à la gymnastique. Donc, c'est vraiment chez le jeune gymnaste, donc l'athlète en croissance, qui a encore donc des plaques de croissance ouvertes. C'est vraiment une atteinte de cette plaque de croissance-là due à des impacts répétés, donc des forces répétées. Fait qu'on se vient en gymnastique, mais ça peut arriver au saut, ça peut arriver au sol, à la poutre, ça va arriver même au bord lorsqu'on fait des appuis. Donc, il y a vraiment plusieurs situations où on va avoir cet impact-là, puis ce que ça va entraîner, c'est que ça va entraîner donc un processus, si on veut, le terme inflammatoire est utilisé au sens large, mais un processus pathologique au niveau de la plaque de croissance, puis ça peut même entraîner
une fusion prématurée, donc un arrêt de croissance de cet os-là. Donc, non seulement ça peut en premier lieu, donner beaucoup de douleur, puis faire en sorte qu'on n'est plus capable de faire ce qu'on est supposé faire en gymnastique, mais éventuellement quand même avoir un problème à long terme parce que l'os va arrêter de grandir de façon inégale, dépendamment de comment va se fusionner la plaque. Ça peut entraîner même des blessures éventuelles au niveau du cartilage du poignet parce que si l'os est plus aligné de la bonne façon, étant donné l'arrêt de croissance, mais ça met à risque d'autres structures. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère lorsque surtout on voit que de jour en jour, de semaine en semaine, cette douleur-là augmente et qu'on sent qu'on a de la misère à maintenir notre niveau. Mais je pense que si on remonte dans le temps, lorsque justement peut-être c'était une pathologie qui était moins connue puis qui avait réellement un arrêt de croissance, mais effectivement, il pourrait y avoir à long terme, puis je ne veux pas faire peur aux gymnastes qui écoutent, mais une déformation. Oui, non, mais je pense pas que c'est une mauvaise chose de dire qu'est-ce qui peut arriver, là, parce qu'à la fin, c'est que la plaque de croissance, c'est une zone un peu de faiblesse dans l'os. Fait que quand on met trop de pression dessus, à la place d'avoir une fracture de stress, on a vraiment comme... On va briser les cellules qui entraînent la croissance. Puis si vous pouviez voir une radiographie, c'est que la plaque de croissance, c'est une petite ligne fine, puis là, elle est rendue tellement élargie, tout ça. Tu vois vraiment que la plaque de croissance est en souffrance. Puis quand un os se ferme prématurément, bien, l'autre à côté peut continuer à grandir. Fait que ça fait vraiment des déformations. C'est des cas que j'ai 3-4 gymnastes que je suis qui ont eu des chirurgies pour ça. Là. C'est ça. Après, il faut faire des... C'est quand même fréquent. Je veux pas... on peut en parler parce que chez les gymnastes masculins, vers 12-13 ans, là, c'est ça. Ils font beaucoup d'arçons. L'arçon, c'est juste sur les mains. Tu tournes sur tes mains pendant à peu près 1 minute. Puis quand tu t'entraînes, tu tournes sur tes mains pendant à peu près 45 minutes. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur les mains. Puis à chaque année, quasiment, je me retrouve avec un gymnaste qui a les 2 poignets dans le plâtre parce qu'il ne s'est pas arrêté, parce que le plan d'entraînement, il n'est pas fait en fonction de son âge puis de ses douleurs. Probablement qu'il ne l'a pas toujours dit. Il y a de la faute des 2 côtés, hein? Il y a toujours... mais c'est pas rare. Souvent, on n'a pas le choix de mettre nos athlètes qu'on voit dans le plâtre parce que c'est la seule façon de vraiment les arrêter. Moi, c'est ce que je dis aux médecins. Maintenant, je dis, essaye pas de faire de la prévention puis de ne pas le mettre dans le plâtre. Ça marche pas. Le plâtre, ça empêche tout le monde de le faire. Qui adorent leur sport, qui veulent performer, et puis c'est très difficile d'en empêcher. Ils vont dire, je peux pas faire d'arçon, mais je vais faire mes anneaux, je vais faire mes barres, je vais faire mon sol sans les mains, sauf que des fois, je tombe, puis je roule, puis j'ai les mains par terre, mais tu sais, fait que finalement, 1, 2, 3 petits impacts. Il y a une négociation qui se fait dans le diagnostic de blessure sur ce qui est possible de continuer versus pas, et des fois, on est effectivement un peu dans l'obligation d'aller un peu plus loin dans notre prise en charge pour vraiment favoriser la guérison du problème. Il faut réussir à saisir puis à voir quel type d'athlète tu as devant toi. Et tu dis, elle, je l'arrête plus que pas assez. Là, Puis là, on parle de poignet dans les blessures chroniques. Là, on reste un peu dans ce thème-là. Est-ce qu'il y a d'autres blessures chroniques qui sont ultra communes chez les gymnastes? Le poignet, c'est plus dans les plus populaires. Si on reste dans le surentraînement, mais qui était le thème, fait qu'on parlait, le poignet de gymnaste, on parlait de fracture de stress, fait qu'ils peuvent, si on voit la même évolution là, au niveau des jambes, au niveau des pieds, où est-ce qu'on a une douleur qui ne fait qu'augmenter, puis qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à marcher, ou que même on revient à la maison le soir, puis cette douleur-là persiste, ça peut être intéressant certainement d'en parler et de consulter. Puis l'autre chose que je porterai attention, puis tu parleras peut-être toi dans ta pratique, c'est tout ce qui est fracture de stress au niveau du dos, ce qu'on appelle la spondylolyse chez l'athlète. Ça se retrouve pas uniquement dans des sports typiques là, d'extension dorsale, qu'on pense à la gymnastique avec tous les arcs vers l'arrière, ou la danse, en ballet ou autre. Mais on peut voir ça aussi dans bien d'autres sports, incluant football, soccer, hockey, ou même tennis, volleyball, où est-ce qu'on va utiliser des mouvements répétés et que le dos va s'arquer vers l'arrière. Donc, en gymnastique, c'est une partie inhérente du sport de faire cette position-là. Certainement, la technique est vraiment importante aussi dans la manière de faire ça, mais l'aspect répétitif peut mener à, donc, des douleurs au niveau du dos. Ça peut commencer par avoir une apparence un peu musculaire, mais si ça progresse dans le temps, si le jeune a de la difficulté à maintenir, encore une fois, son niveau ou faire ses exercices qu'il faisait très bien ou facilement avant, de penser à la fracture de stress au niveau du dos, ça reste quand même une blessure aussi à bien identifier et à bien traiter. Oui, puis elle n'est pas facile à identifier nécessairement parce que ça vient graduellement. Fait que
tu te traites. Puis là, ben, moi, à un moment donné, c'est ça, là, j'ai comme un deadline, une limite de temps où quand je vois qu'il n'y a pas de changement, je vais beaucoup avec ça, là, tu sais, sur 10, là, avec les athlètes. Puis là, quand tu restes toujours au même niveau, où ça augmente, puis ça revient, mais ça redescend jamais, OK, attends, là, on va aller voir le médecin. Là. C'est qu'après votre temps, là, justement, de dire, peut-être que là, je devrais en parler à parce que à Hugo ou je réfère au médecin ou tout ça. Ben, si j'ai pas d'amélioration après 2-3 semaines, je vais dire que... Parce que souvent, quand ça commence, on va les arrêter assez tôt. T'sais, on fait plus d'extension, on fait plus d'impact. Hein? Puis là, ben, il n'y a pas d'amélioration. Ben, si après 2-3 semaines, il n'y a pas eu d'amélioration, c'est pas juste musculaire. Il y a d'autres choses. Fait qu'en général, là, je commence, j'essaie pas d'envoyer trop tôt, mais on essaie de trouver juste un milieu. C'est ce que je disais aux athlètes, c'est l'amélioration qui m'intéresse. Si on est toujours en train de s'améliorer, ça va. On est sur le bon plan. T'sais. Mais si ça bouge pas, c'est ça. Pour les autres blessures, je pensais talons beaucoup. Talons puis genoux, là, Osgood, Seaver's disease. Ces trucs-là, on en voit beaucoup quand même. Là. Je vous invite à aller écouter notre podcast sur l'Osgood et les apophysites de croissance. C'est ce qu'on appelle les apophysites. Fait que, certainement chez l'athlète en croissance qui vont faire de la course, des sauts, ça reste parmi les diagnostics les plus communs. Puis même les choses très standards qu'on voit chez une grande proportion d'adolescents, comme le syndrome fémoro-patellaire, les gymnastes ne sont pas épargnés non plus là-dedans. Donc, c'est des choses quand même à garder en tête dans leur évaluation. Il y a un autre podcast qu'on a fait aussi, le syndrome fémoro-patellaire. Est-ce que vous avez une question, Dr. Arnaud? Ben non, mais je pense dans la dernière pathologie là, qui est, en tout cas que moi, comme orthopédiste, je vois arriver aussi tardivement, c'est tout ce qui est ostéochondrite disséquante de coude. Oui. Tu sais, c'est drôle, quand on en voit beaucoup dans le genou, dans la cheville, mais il se présente relativement précocement dans l'évolution de la maladie, mais au coude... Encore une fois, ces athlètes, on dirait qu'ils ont une résilience. C'est peut-être parce qu'on ne marche pas sur nos mains, parce que les autres marchent un peu sur leurs mains quand même, mais on dirait qu'ils tolèrent cette douleur-là vraiment longtemps. Puis, à la limite, la présentation, c'est quand le coude est bloqué carrément. Donc, le morceau d'os, peut-être qu'on pourrait dire c'est quoi un ostéochondrite disséquante, mais quand, grosso modo, c'est quelque chose qui mène à une blessure au cartilage et à l'os, puis il y a carrément un morceau d'os-cartilage qui se détache dans le coude. Mais ça, justement, c'est pris d'avance. On ne se rend pas là en général, mais les athlètes de gymnastique ou même les lanceurs, souvent quand on les voit, bien, sont rendus à l'étape, le coude, il y a un morceau qui flotte dans le coude. C'est quand même incroyable. Oui, ben moi, j'en ai eu dernièrement, dans les 2 dernières années, 2 cas comme ça. Puis, ben, c'est la première fois que je voyais ce diagnostic-là. Donc, j'avoue que c'est peut-être peu connu aussi. Puis, on se dit, parce que c'est souvent le triceps qui tire, tu sais, puis que finalement, on renforce un peu le biceps, on redonne un peu de repos, puis ça passe, tu sais. Fait que souvent, on passe par cette avenue-là parce que tu te dis, ben ouais, tu sais, mais ça fait vraiment mal sur l'os. Fait que non, de plus en plus, moi, celle-là, c'était une nouvelle que, tu sais, des fois, il y a des tendances de blessures, là. Celle-là, ben, maintenant, on clique plus vite, là, mais c'est dans les connaissances des thérapeutes aussi, là. Ça fait partie des blessures, justement, qui se présentent un peu de façon sournoise, tu sais. C'est comme difficile de mettre le doigt où ça fait mal. Pourquoi ça arrive, c'est pas clair non plus. Mais ça revient à ce que tu disais, c'est qu'à partir du moment où on sait que ça existe, à ce moment-là, on va peut-être chercher un peu plus cette pathologie-là, qu'on sait qu'il y a quelque chose dont les gymnastes sont à risque. Exact. Donc, les ostéochondrites disséquantes du coude. Fait qu'à partir du moment où un gymnaste a une douleur au coude, effectivement, le réflexe est de faire exactement ce que tu fais, mais dès que tu ne vois pas d'amélioration ou que le jeune n'est plus capable de faire justement un appui confortable, puis qu'on est un jeune justement qui est... Après, ça peut survenir pas nécessairement toujours uniquement avant la puberté, mais ça peut être autour également, mais qu'on est dans ces âges-là, mais je pense que c'est important encore une fois de consulter puis de ne pas attendre 6 mois là, de douleur au coude. Ouais, je pense que la conclusion, c'est vraiment... Quand il n'y a pas d'amélioration, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas trouvé c'est quoi qui était le problème. Puis encore pour plugger un de nos podcasts, on parle de ostéochondrite disséquante aussi. Un de nos podcasts. Et que je vous invite à écouter cet épisode si vous ne savez pas, ça vous dit rien, c'est quoi.
chose qu'on n'a pas discuté, qui tombe moins un peu dans les pathologies musculo-squelettiques, mais qui est quand même quelque chose pour lequel les gymnastes sont à risque, c'est tout ce qu'on appelle le déficit énergétique en lien avec la pratique du sport. Je pense qu'on se doit d'en parler parce qu'effectivement, la gymnastique, encore une fois, c'est sûr que c'est un sport qui est, encore une fois, artistique, donc il y a un aspect esthétique. Il y a une morphologie des athlètes qu'on parlait, certainement des jeunes athlètes qui sont de plus en plus puissants, qui ont une préparation physique qui est de plus en plus forte, mais qui quand même ont des pressions et les mêmes pressions que tous les jeunes qui traversent l'adolescence, la puberté aussi, mais en plus des pressions de la pratique du sport. Serré, là. Et effectivement, l'habit du gymnaste, de la gymnaste peut-être n'aide pas. T'es pratiquement à corps découvert là, devant tout le monde. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup d'éducation à faire sur les saines habitudes de vie, sur éviter tout ce qui est body shaming dans les clubs et la pression d'avoir un certain look corporel. Il peut y avoir des gymnastes de tous les types et donc qui entraînent peut-être effectivement des forces dans différentes disciplines. Mais je pense que si on garde ça en tête, donc le déficit énergétique ne veut pas nécessairement dire qu'il y a nécessairement un trouble alimentaire associé à la pratique du sport, mais des fois, c'est juste un manque de connaissances. Puis c'est la majorité des cas qu'on voit, c'est ça, c'est que l'athlète ne va pas s'alimenter suffisamment pour le volume d'entraînement qu'il va faire. Fait que, tu sais, pour un jeune normal, un ado normal, peut-être mange suffisamment ou on n'a pas l'impression qu'il se sous-alimente. Mais si on met 25 heures d'entraînement par semaine là-dedans, c'est peut-être pas le nombre de calories qui est idéal ou même la qualité des aliments qui est idéal pour s'assurer justement qu'on donne tous les nutriments, le fuel nécessaire là, au corps pour faire non seulement le sport, mais aussi pour les besoins de base. Puis, tu sais, on parlait de mentalité dans le sport. Ah oui, c'est normal en gymnastique d'avoir des douleurs au poignet. Une autre chose qui est véhiculée, puis c'est pas uniquement en gymnastique, mais c'est normal de pas avoir nos menstruations parce qu'on fait 25 heures d'entraînement par semaine. Et ça, c'est faux. Certainement, il y a un aspect médical, il faut s'assurer qu'on manque pas autre cause, mais si on parle de déficit énergétique, perdre ses menstruations pour une jeune athlète adolescente qui avait déjà ses menstruations avant, c'est pas quelque chose de normal. Et ça devrait mener à une évaluation globale du risque de blessure, mais aussi de l'aspect alimentaire. Donc, tu sais, d'avoir la collaboration, comme tu disais tantôt, avec des nutritionnistes sportives. Puis des fois, l'aspect psychologique vient aussi rentrer là-dedans. C'est là où l'aspect collaboratif, la prise en charge de l'athlète, devient très important. Puis les parents, j'allais rajouter, parce que sont jeunes, hein, fait que c'est les parents qui cuisinent. Fait que, tu sais, c'est vrai, c'est les parents, souvent, qu'il faut qu'ils aillent chercher ces connaissances-là, parce que les filles, à 12 ans, tu vas comprendre ce que tu peux comprendre, mais tu peux pas... le concept de manger assez d'énergie pour utiliser autant d'énergie, si j'utilise plus d'énergie que ce que j'ai mangé, à un moment donné, il va manquer. Fait que mais c'est les parents, beaucoup, qu'il faut qu'ils s'informent. Puis les clubs, de plus en plus, en tout cas, les clubs avec lesquels je travaille, se mettent rentre un nutritionniste là-dedans, font des formations pour les parents. Puis les parents et les athlètes, les deux sont là, mais il faut que les parents s'intéressent et voient ce qu'il faut qu'ils changent peut-être à la maison, des fois, parce que ça implique toute la famille, finalement, quand tu as un athlète qui commence à faire du bon niveau. C'est sûr que si tu entraînes une dizaine d'heures semaine, un niveau récréatif, ça va aller. On va s'en sortir. C'est une journée par semaine, mais quand c'est rendu 5 jours, 6 jours par semaine, que là, tu manques d'énergie à chaque fois, ça va affecter, puis ça va créer des blessures. Puis aussi, pour faire du pouce un peu sur la santé de la femme ou de la jeune adolescente, là, on a eu 2 physiothérapeutes, puis justement une autre physiothérapeute qui parle beaucoup des fuites urinaires, puis au niveau de la santé périnéale. Là, c'est vraiment un sujet aussi tabou. Je parle vraiment à travers mon chapeau, c'est ce qui m'a été rapporté. Là, je sais à le préciser. Là, je tiens à le préciser, mais il y a beaucoup de... C'est vraiment ce qui paraît un tabou aussi au niveau des jeunes gymnastes. Là, comme tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Fait que je pense aussi que c'est important de toujours garder un œil là-dessus en tant qu'entraîneur et de parent. Les athlètes restent des jeunes femmes, des jeunes hommes qui vivent les mêmes problèmes que la population générale. Donc, c'est juste qu'à travers leur pratique sportive, certaines choses vont être peut-être mises de l'avant versus d'autres moins. Mais c'est sûr qu'on parle vraiment de santé globale. Puis, effectivement, l'aspect nutritionnel est vraiment, vraiment important parce que ça revient à tout ce qu'on parlait en termes de surentraînement, de surutilisation, où est-ce que ce déficit énergétique-là peut entraîner un impact non seulement au niveau de blessures musculo-squelettiques, de blessures de surentraînement,
mais aussi un aspect au niveau même du système immunitaire, des risques cardiovasculaires, de la santé des os, donc tout l'aspect hormonal également. Puis, tu sais, la santé des os, on en parle dans les blessures de stress, dans les fractures. Mais l'adolescence, c'est les années après la puberté, c'est une période de temps où on va vraiment favoriser notre densité osseuse pour notre vie. Et si, pendant cette période-là, on se sous-alimente, bien, on risque d'entraîner justement une densité osseuse qui va être basse, et ce, pendant donc une bonne partie du reste de nos jours. Donc, tu sais, c'est vraiment important de mettre ça de l'avant parce que c'est pas non seulement pendant la carrière de l'athlète, mais aussi pendant la vie en général, donc pour éviter d'avoir des problématiques plus tard. Si on avait un message clé comme à donner, mettons, aux parents, tu sais, quelque chose à regarder sur notre enfant qui fait beaucoup de gymnastique, ce serait quoi? Moi, je dirais, écoutez. Écoutez, puis, tu sais, prendre le temps de dire comment ça a été l'entraînement, puis tout ça, puis les bons, puis les mauvais coups. Puis fait comme ça, on va détecter, y a-tu une chute, y a-tu une blessure, tu sais, il s'est fait peur en faisant une chute. Ah ouais, tu t'es cogné la tête, tu sais. Tu vas aller chercher des petites informations que des fois l'entraîneur n'a pas été à chercher. Fait qu'après ça, c'est communiquer avec l'entraîneur, dire aux entraîneurs au niveau de la fatigue, au niveau de y a-tu de l'anxiété, il s'est-tu plaint d'une blessure, il s'est-tu blessé en faisant du ski la fin de semaine passée, puis qu'il l'a pas dit à son entraîneur peut-être. Fait que c'est vraiment la communication avec l'entraîneur, je dirais. Puis, puis écouter son enfant, puis s'assurer d'essayer de détecter les petits signes de début de blessure ou des trucs comme ça. Je pense que, tu sais, c'est vraiment d'être honnête avec le sport, comme quoi ce sport-là, dès un très jeune âge, a des volumes d'entraînement qui sont au-delà des recommandations. De ce que les associations de professionnels de la santé, du sport et de ceux qui sont impliqués auprès des athlètes, on va au-delà de ces recommandations-là. Donc, on le sait que dès un jeune âge, les gymnastes se mettent à risque de blessures de surentraînement. Fait que c'est vraiment de partir avec ces connaissances-là et ensuite de voir ce qui est fait sur le terrain. Fait que est-ce qu'il y a des professionnels avec les athlètes, thérapeutes du sport, physio, qui peuvent encadrer ça? Est-ce que les coachs sont à l'affût des blessures pour qu'on ait un système de détection plus rapide chez ces athlètes-là? Puis certainement, est-ce que l'éducation pour les parents, les familles, mais aussi pour l'athlète même? Fait que, ça revient à l'aspect de communication, mais c'est vraiment important de partir avec cette mentalité-là que vraiment on veut être à l'avant de la blessure et vraiment être plus dans la prévention, sachant que le risque est relativement élevé en lien avec juste la pratique de la gymnastique. Donc, quand on choisit un club de gymnastique pour notre enfant, qu'on sait qu'il va aller à un niveau un petit peu plus élevé, c'est important d'être à l'aise avec l'équipe d'entraîneurs, de professionnels de la santé, d'être à l'aise d'aller parler avec eux parce que je peux imaginer une situation où mon enfant me rapporte une douleur, puis là, je suis presque gênée d'aller voir l'entraîneur ou je me sentirais pas à l'aise de rapporter ça, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit un climat favorable à la discussion, c'est ça? Exact, tout à fait. Puis ce qui est dur, moi, tu vois, dans la situation où c'est des sports-études, les parents ne les voient pas. C'est un peu comme l'école, hein? Fait que moi, je ne vois jamais les parents. Des fois, ça donne que... Ou je vais faire un appel en soirée parce que là, c'est un cas un petit peu plus... mais c'est rare que je leur parle. Fait que c'est vraiment avec le coach, moi. Fait que c'est... La relation entraîneur-parent est très importante parce que moi, le thérapeute, je parle juste avec le coach. Fait que c'est le coach qui va rapporter. Fait que, après ça, des fois, il y a des bugs, puis là, on fait des réunions, mais sinon, cette relation-là est très, très, très importante. Ouais. Puis c'est là où c'est délicat parce qu'il peut y avoir un biais coach-athlète, de performance, de ce qui se passe dans le gym et tout ça. Donc, tu sais, ça devient vraiment, encore une fois, vraiment important que la communication se fasse bien avec tout le monde qui est impliqué. Puis on a beaucoup aussi d'entraîneurs qui nous écoutent, même les professionnels de la santé. Est-ce que vous auriez des recommandations pour ces gens-là aussi? Ouais, moi, je dis toujours, j'ai été entraîneur, hein, fait que je l'ai vu. Puis je l'ai vécu là, tu sais, l'athlète qui a du talent, puis que tu as le goût de « Ah, ça va bien aujourd'hui, vas-y, fais-en un autre. » Mais être à l'écoute beaucoup, puis voir les signes, hein, des fois, parce qu'ils parlent pas. Il y a des athlètes, des enfants qui sont plus gênés, hein, qui sont plus... ils vont verbaliser plus, mais d'autres, non. Mais souvent, ce que je faisais à l'entraînement, début d'entraînement, on s'aligne, on jase, tu sais. Comment ça a été? Qui est fatigué? Y a-tu qui a été raqué? Y a-tu quelqu'un qui a eu mal? Ou, tu sais, fait on prend le pouls vraiment. Puis après ça, ce qui est le plus dur, c'est d'adapter. Parce que ton plan d'entraînement, il est fait.
Mais là, si elle te dit que là, elle était fatiguée aujourd'hui puis qu'elle sent 2 sur 10 d'énergie, le plan, il va peut-être changer, tu sais. C'est ça qui est dur. C'est que là, l'entraîneur, il faut qu'il change ses affaires. Puis là, il a travaillé fort sur son plan. Fait que là, fait que c'est de s'adapter à ce que finalement, les réponses que tu as reçues, c'est pas juste de les avoir écoutées. Il faut que tu changes ton plan, tu sais. Fait que, donc, dans l'écoute, c'est difficile pour l'entraîneur, mais au long terme, probablement, on va avoir une équipe qui va être en santé plus longtemps. Exact. Tout à fait. C'est ça. Puis probablement plus performante, mais au moins s'assurer que les athlètes peuvent se développer à travers leur sport. Tu sais, c'est pas tous les gymnastes qui vont finir comme des Simone Biles ou des Ellie Black. Donc, tu sais, je veux dire, c'est la majorité des jeunes gymnastes, on veut qu'ils soient capables d'atteindre leur plein potentiel sans nécessairement avoir trop de blessures, puis de se développer tu sais, autant au niveau sportif que personnel, tu sais, à travers le sport. Il y a beaucoup d'aspects positifs. Il y a certainement, comme tu sais, dans bien des sports, tu l'as mentionné un peu plus tôt, il y a eu des défis en gymnastique avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça a entraîné quand même des changements, beaucoup de formation, de recommandations de la part des associations aussi par rapport à l'encadrement, par rapport à tout ce qui est abus dans le sport, etc. Donc, tu sais, les coachs et tous ceux qui sont impliqués, ben l'accès à ces formations-là, l'accès à ces lignes directrices-là, et là, c'est important de juste se mettre à jour. Puis peut-être une question plus générale, mais tu sais, comme professionnel de la santé, est-ce qu'il y a des caractéristiques ou des aptitudes physiques que si tu n'as pas ou si tu as, tu ne devrais pas faire la gymnastique? Tu sais, des choses que tu dis non, il ne faudrait pas pousser avec la gymnastique. Je trouve ça dur parce que je trouve que la gymnastique qui a changé, là, qui n'est plus la gymnastique de Nadia Comaneci, mais qui est rendue une gymnastique puissante, elle peut aller chercher un peu tous les types de forces. Tu as des filles qui sont très flexibles, moins fortes, ça va fonctionner. Tu as des filles qui sont très fortes, mais peu flexibles, ça fonctionne aussi. Fait que je pense qu'il y a un peu beaucoup de volonté. Si l'athlète veut, puis qu'il est volontaire et qu'il veut s'entraîner, il veut pousser, d'après moi, il va réussir, tu sais. Et après ça, les blessures, c'est sûr qu'il y a probablement des morphologies qui amènent peut-être plus de blessures, d'autres moins. Il y a peut-être une sélection qui se fait naturellement avec le développement. Tu sais, on parle au niveau de la croissance, de la puberté, les changements qui se passent au niveau du corps. Mais effectivement, on veut certainement pas dire qu'un jeune de 5 ans, 8 ans qui a un intérêt pour la gymnastique ne veut pas en faire. Mais c'est ça. Je pense que c'est au niveau de s'il y a un intérêt, s'il y a un amour pour ce sport-là, si on l'encadre bien, bien encore une fois, c'est positif. Il y a des sélections, puis il y a des quand ils font des groupes puis qu'ils vont sélectionner les athlètes pour monter de niveau, ils vont aller chercher certains trucs, mais c'est que la force puis de la flexibilité, tu sais. Fait que s'ils voient qu'un enfant est vraiment fort mais qui est peu flexible, on va le prendre pareil. T'sais, mais si un enfant, il est vraiment pas fort puis il est vraiment pas flexible, ils vont peut-être faire on va le laisser encore dans son autre groupe en attendant, puis on verra si ça s'améliore. Puis pour la sélection comme ça, est-ce que toi, tu es consultée, par exemple, Rachel, sur le terrain? Très peu. Pas pour ces niveaux-là. Au niveau des filles de plus haut niveau, ils pourraient me consulter si la fille elle se blesse, elle est tout le temps blessée. Puis là, ils sont comme, mais là, on fait quoi? Est-ce qu'on la rentre au secondaire en sport-études ou on propose à ses parents peut-être qu'il est mieux d'aller pas au sport-études? Fait que plus des cas comme ça, un peu en lien plus avec est-ce qu'on continue notre formation vers le haut niveau ou on la redirige vers plus du provincial, du régional parce qu'on voit qu'elle est toujours blessée puis que son corps, il n'a pas l'air de suivre. Là, il y a tout l'aspect compétitif et l'aspect récréatif. Hein. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent la gymnastique qui ne sont pas nécessairement dans un niveau compétitif aussi. Puis, tu sais, à un jeune âge, la gymnastique permet quand même de développer d'excellents attributs au niveau biomécanique. Orientation spatiale, la force, la flexibilité. Fait que, je veux dire, c'est des choses même que dans les cours d'éducation physique, on fait des petits éléments souvent à l'école aussi, peut-être certainement pas aussi poussés sur des appareils, mais donc, tu sais, l'aspect, le développement de nos capacités sportives, ben, on pratique un peu la gymnastique, on peut probablement se développer, puis ça peut être ensuite mené vers, si on tombe en avoir avec un autre sport, tout ça, mais c'est des attributs qu'on va pouvoir transposer dans d'autres activités. Il faut closer tout ça. Alors, c'est quoi le message clé là, de toutes les pathologies qu'on a parlé, de tout ce qu'on a dit aujourd'hui? C'est quoi le message clé de ce podcast-ci? Vous avez le droit à un message chacun. On est gentils.
Tu y vas? Je sais pas, là, attends. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais, de communiquer, donc de dire quand il y a quelque chose, il y a une douleur qui commence, puis qui persiste ou qui s'améliore plus. Ou, tu sais. Fait que si on a eu un suivi avec un thérapeute, ben tant mieux. Puis de communiquer que ça continue à empirer. Fait que là, on va aller voir quelqu'un d'autre. Ou ça s'améliore, puis c'est bon, on passe à un autre bobo. Mais je dirais que ce serait la communication, de communiquer avec les parents, avec l'entraîneur, avec le thérapeute, pour être sûr qu'on passe pas à côté de quelque chose de grave. Puis j'enchaînerais là-dessus, en termes de message clé, il y a tout l'aspect prévention. Volume d'entraînement, quand on parle de spécifiquement s'entraîner sur des appareils, nos routines, des trucs comme ça, c'est encore une fois très précis, mais il y a l'aspect préparation physique qui est d'autant plus important, qui doit être inclus dans ce volume d'entraînement-là pour justement prévenir les blessures et un peu comme disait Rachel, de vraiment tenter d'aller à l'avant et de ne pas attendre avant de consulter ou d'en parler parce que si on adresse des blessures, des petites douleurs un peu plus tôt, ben, ça peut permettre justement une prise en charge plus rapide et peut-être donc un traitement qui va durer moins longtemps ou une prise en charge qui va être optimale, une pause qui va être moins longue, etc. Puis peut-être justement un retour à un plus haut niveau par la suite. Super. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui sur le Sideline. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à de nous vous. avoir reçus. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du Sideline. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage vivement à liker, le partager, juste interagir parce que ça nous aide beaucoup. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les écrire en commentaire et qui sait, peut-être que ça fera l'objet d'un futur podcast éventuellement.